Donc bonjour à vous chers bénévoles, comme convenu je vous fais un petit point de sensibilisation sur la problématique cancer, celle qui est rattachée à l'activité physique du coup, ce qui nous concerne, et aussi sur notre organisation associative en termes de gestion et de notre travail pour que vous ayez vraiment un petit tour d'horizon rapide. Donc effectivement, normalement, ce serait l'objet évidemment de formations beaucoup plus poussées. Là, je ne pourrais malheureusement pas rentrer dans les détails. Donc voilà, ce qui est dommage, mais ce qui va aussi vous permettre de manière succincte d'avoir un petit tour d'horizon et qui pourra après vous amener à aller chercher l'information ou voir peut-être bénéficier de compléments dans le futur, à voir comment on pourrait être amené à vous proposer ça. Donc là, je vais vous faire un petit point global pour que vous soyez plus à même d'être au clair avec les missions même que vous seriez amené à remplir dans le cadre de cette enquête. Alors, on va faire un petit tour sur, on va voir un petit peu un éclairage sur le cancer. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable de faire du sport quand on est malade du cancer? Sous quelles conditions? Qui sommes-nous en termes d'organisation? Donc la fédération Camille. Et puis l'engagement dont nous faisons aussi la promotion en termes de formation, c'est-à-dire avoir des personnes compétentes et aguerries différents niveaux et différentes strates du parcours de soins de la personne, et une efficience qui passe justement par une méthode pédagogique et l'organisation d'un réseau qui se veut cohérent. Les chiffres du cancer en France en 2015, donc ce sont les dernières informations que j'ai pu récupérer. Donc, pour vous faire un point, il faut savoir qu'il y a 355 000 nouveaux cas par an, donc c'est un chiffre qui augmente, et un taux de mortalité, un nombre de décès dus au cancer qui lui est en diminution, à 148 000 décès. C'est toujours 148 000 décès de trop, mais ce chiffre a tendance à descendre. Alors, le nombre de cas de cancer augmente, ce n'est pas parce qu'il y a plus de cancer dans la population, mais c'est aussi parce qu'il y a un phénomène, on va dire, un petit peu croisé entre l'augmentation de la population, on a eu 10 millions d'habitants en plus en 30 ans, on a une population qui est vieillissante, on a une augmentation des comportements dits à risque, donc alcool, tabac, etc. Et puis on a un développement des pratiques de dépistage et de diagnostic qui se fait de manière beaucoup plus précoce. Donc forcément, si on est plus alerte et plus à même de diagnostiquer tôt, et plus on va faire de campagnes de dépistage, plus on va révéler l'existence potentielle de cancer. Alors, pour les hommes, ça représente 200 000 cas. C'est malheureusement donc c'est la première cause de mortalité. Le cancer principal, c'est celui de la prostate, donc celui qu'on va évidemment aussi avoir dans des grandes campagnes de dépistage de manière un peu récurrente. Puis vient le cancer pulmonaire, donc le tabac y est pour beaucoup, et le cancer colorectal. Pour les femmes, c'est 155 000 cas, c'est la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Le premier cancer, c'est celui du sein, qui est évidemment aussi dépisté de manière assez de plus en plus récurrente, dû à, voilà, au, aux palpations qu'on peut faire, aux différentes mammographies qui sont effectuées à partir d'un certain âge. Les cancers colorectaux et pulmonaires. Et les cancers pulmonaires vont peut-être être amenés à passer malheureusement en deuxième position, étant donné du fait que les femmes fument autant que les hommes, si ce n'est plus aujourd'hui, malheureusement. Alors il existe des grosses disparités, on va dire, et des inégalités entre les régions. On a une incidence qui est variable selon la médiane nationale. Du nord au sud, on va avoir une surmortalité dans le Nord-Pas-de-Calais, et inversement, une sous-mortalité en région Midi-Pyrénées. Donc il y a évidemment énormément de causes environnementales qui expliquent, et de modes de vie qui expliquent aussi ces fortes disparités. Alors, on n'a pas la même chance d'être en vie à 5 ans selon le type de cancer qu'on a, malheureusement. Il y a des cancers qui vont être appelés à être de très mauvais pronostics. On va dire que vessie, foie, pancréas, rate, voire intestin, c'est très mauvais. Il y a aussi le mésothéliome pleural, qui est dû à un cancer dû à l'amiante, où là on va avoir 1% de taux de survie à 5 ans. Donc c'est extrêmement faible, donc c'est pas bon du tout. Et puis à contrario, on a des cancers comme celui de la thyroïde, des testicules par exemple, qui eux, pour le coup, est plutôt de bons pronostics. Alors, une mortalité qui baisse, un nombre de cas qui augmente et une survie relative variable fait que depuis 2008, en fait, on a diagnostiqué qu'il y avait à peu près
3 millions de personnes qui vivaient avec ou après avoir eu un cancer pour les personnes âgées de 15 ans et plus, avec un chiffre à peu près équivalent entre les hommes et les femmes. D'un point de vue économique, en termes de dépenses de santé, ça représente 14,5 milliards d'euros par an, soit 8% des dépenses de santé pour 2% de la population. Euh, il faut savoir que le plan cancer qui a été initié en 2003 fait l'objet justement d'une enveloppe budgétaire globale pour pouvoir prendre en considération aussi bien du curatif jusqu'au préventif dans cette somme, et que effectivement il va y avoir pour les soins curatifs une enveloppe attribuée d'environ 11 milliards d'euros contre 11 millions d'euros pour la partie prévention entre l'activité physique et la nutrition par exemple. Au niveau de la perte de production potentielle de travail, bah ça c'est aussi ça représente l'impact en termes professionnels, c'est la perte de 17 milliards d'euros par an, équivalente, enfin, due aux arrêts de travail, aux aménagements, et puis au fait que certaines personnes ne puissent pas récupérer leur poste. Alors évidemment, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais pour qu'il y ait la survenue d'un cancer, il faut savoir que c'est un mécanisme qui est clair, c'est un dérèglement des cellules. C'est une transformation des cellules qui peuvent être normales, soit par mutation ou instabilité génétique. C'est-à-dire qu'on part de cellules qui se divisaient totalement normalement pour après avoir un cocktail, on pourrait dire, en termes de développement, qui se dérègle totalement. On a des gènes qui sont là pour activer cette division cellulaire, on en a d'autres qui la freinent et d'autres qui la tuent, ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. On a des cellules qui sont à des durées de vie et de développement variables dans notre organisme. Et en fait, l'apparition d'un cancer, c'est un dérèglement total de ce qu'on appelle une l'homéostasie, c'est-à-dire vraiment la régulation entre l'environnement et enfin, entre le milieu externe et interne, qui fait que il y a un emballement de cette division cellulaire qui ne peut plus être contrôlée, qui ne peut plus être arrêtée. Et ce qui forme des masses, donc des tumeurs sur certains organes, tumeurs qui peuvent migrer vers d'autres organes en passant par le système sanguin ou lymphatique, donc ce qu'on appelle donc les métastases. Alors les traitements majeurs que l'on va retrouver, ça va être la chirurgie, qui est la plus ancienne, voilà, qui est la plus ancienne des thérapeutiques, la chimiothérapie, que vous connaissez comme étant malheureusement stéréotypée, hein, mais c'est-à-dire qu'elle va avoir des effets secondaires assez visibles quand même, parce qu'elle va être à spectre large, c'est-à-dire que c'est fait pour à la fois impacter les cellules cancéreuses, mais malheureusement ça va toucher aussi les cellules saines et à développement rapide. Donc ça va avoir énormément d'effets secondaires et de problématiques associées. Et puis on retrouve la radiothérapie. Certaines cellules sont radiosensibles, donc certaines tumeurs, et ces traitements peuvent être en synergie, utilisés plutôt que d'autres. Cela dépend encore une fois du type de cancer, du type de traitement que l'on va favoriser selon le profil de la personne. Donc il y a différents positionnements à travers ces traitements. On retrouve aussi l'hormonothérapie, mais qui est souvent en aval ou en complément. Mais là, ce sont vraiment les trois principaux types de traitements majeurs que vous allez retrouver à travers les traitements contre le cancer. Alors, pour qui, pourquoi et comment? Donc l'association du sport et du cancer. Comment est-ce qu'on fait le lien? Bon, déjà, c'est l'évolution d'un concept. Faire de l'activité physique à quelqu'un qui est malade et qui, en plus de ça, est quand même fortement altéré physiquement et moralement. Le dogme de l'époque, il faut se situer dans les années 90 en France, il n'y avait pas vraiment d'écrits scientifiques qui venaient corréler vraiment l'intérêt de faire de l'activité physique et ni les effets bénéfiques qu'on pouvait attendre vis-à-vis d'elle, donc vis-à-vis des effets secondaires des traitements par exemple. Donc c'était totalement fou à l'époque de proposer de l'activité physique à des personnes qui sont comme, pour certaines, qui étaient comme dans un état grippal, donc on s'imaginerait pas ça. Donc le grand dogme de l'époque, c'était vous êtes fatigué, reposez-vous par exemple. Donc c'était vraiment une aberration. Les essais thérapeutiques sont arrivés, donc là ça a commencé un petit peu à gamberger, on pourrait dire. Et puis on s'est rendu compte que finalement c'était très utile. Il y avait quand même les gens qui le vivaient, donc ceux qui en bénéficiaient, ils rendaient compte du bénéfice que ça pouvait leur apporter. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une évidence pour tous, donc même les plus sceptiques comme y adhèrent. Et tant mieux pour l'avènement de l'activité physique à venir en termes de prévention secondaire et tertiaire, donc ce que je vais vous exposer après. Mais bon, ça a aussi engendré quelques dérives et une perte de repères pour le législateur
de ce qui est, on pourrait caricaturer, de bien ou de fait de manière pas très éthique. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, elle a défini la prévention sous trois formes: primaire, secondaire et tertiaire. Donc, prévention primaire, c'est un petit peu toutes les actions qu'on a tous les jours quand on veut éviter d'être malade et qu'on fait en sorte de faire attention à sa santé. On évite l'apparition de la maladie dans notre vie. Donc voilà, il y a aussi les campagnes de dépistage, de vaccination qui rentrent en ligne de compte de cette prévention primaire. Et puis on a la prévention secondaire et tertiaire. Donc prévention secondaire, c'est pour éviter, la personne est déjà malade et à ce moment-là on évite les effets de cette maladie et sa propagation. Et puis prévention tertiaire, c'est la prévalence des incapacités chroniques dues à cette maladie ou dues à ces traitements et le risque de récidive. Alors l'activité physique, faut savoir qu'elle va avoir un effet, et c'est ce qui nous intéresse principalement, dans le cadre de la prévention secondaire et dans le cadre de la prévention tertiaire. C'est-à-dire que quand on dit que l'activité physique a un effet sur le cancer, c'est pas tout à fait vrai. On pourrait dire plutôt que l'activité physique a un impact sur les facteurs de croissance des cellules tumorales. En fait, elle a un impact sur le carburant de ces cellules cancéreuses. Et l'activité physique, ça va avoir aussi un impact sur les effets secondaires des traitements. Parce que dans le cancer, il faut savoir que ce qui va vraiment être le plus délétère, finalement, c'est pas tellement le cancer en lui-même, parce que généralement il est découvert de manière fortuite et les personnes n'avaient pas vraiment de signes avant-coureurs, mais ce qui va vraiment avoir de lourdes conséquences en termes d'effets, c'est les traitements. Donc c'est très compliqué à vivre d'avoir quelque chose qui finalement est censé, entre guillemets, vous faire du bien, vous fait du bien, et vous met complètement KO, quoi. Et l'activité physique, elle va avoir un effet considérable sur quelques-uns de ses principaux effets secondaires. Et puis ça diminue le risque de récidive. La pratique de l'activité physique va éviter le fait qu'une personne puisse rechuter. Alors sur les principaux cancers, généralement cancer du sein, prostate, colorectal, ce sont les principaux cancers qu'on en retrouve, mais c'est aussi parce que ce sont les principaux cancers sur lesquels on a fait des grosses études, avec des grosses cohortes, donc forcément on a beaucoup plus de recul vis-à-vis de ça. Donc on peut imaginer que pour d'autres types de cancers, on aurait aussi des très bons résultats. Il faut savoir aujourd'hui que 900 000 personnes sont suivies en file active, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans un parcours de soins et suivis au long cours. Et ben, l'activité physique pour ces personnes-là, c'est avéré qu'elle aura ça a des améliorations en termes de qualité de vie, ce qui est déjà une très belle victoire quand quelqu'un peut mieux vivre ses traitements et mieux les tolérer, que ce soit moins compliqué, moins dur. Et puis, ça peut avoir ça peut représenter de véritables leviers socio-économiques du fait de, peut-être que si une prise d'antalgique qui peut diminuer à cause des douleurs, quelqu'un qui peut peut-être avoir une autonomie un petit peu plus grande, quelqu'un qui retrouve son activité professionnelle plus vite. Bref, voilà. Il y a des éléments sur lesquels, franchement, il y a des études prospectives à mettre en place qui sont à venir et qui sont en train de se mettre en place pour faire un lien et corréler ça entre la pratique de l'activité physique dans le cadre d'un parcours de soins avec des coûts cachés et puis voilà, des compléments thérapeutiques qui ne seraient plus à avoir, l'activité physique pouvant se substituer à ça. Par contre, il est très important de bien considérer en termes de message que l'activité physique ne se substitue pas aux thérapeutiques, aux traitements principaux des cancers. C'est-à-dire qu'on ne va jamais remplacer ou jamais dire qu'une chimiothérapie doit être remplacée par de l'activité physique. Ça, c'est un message qui est faux et qui est mensonger et qu'il faut absolument combattre. Alors, il faut savoir que la cellule cancéreuse, comme toute cellule, elle a besoin de carburant pour vivre. Et en fait, elle va se servir de trois principaux carburants qui vont être les hormones sexuelles, le métabolisme de l'insuline et les hormones lipidiques. Alors, selon les cellules, donc selon le type d'organe, il va y avoir une sensibilité variable entre ces trois principaux carburants. Par exemple, la prostate et le sein vont être extrêmement hormonosensibles, donc aux hormones sexuelles. Donc il va y avoir un lien direct pour le développement de ces cellules-là, donc évidemment le développement malheureusement des cancers qui se situent sur ces organes par les hormones sexuelles. Le métabolisme de l'insuline, donc ça c'est très important sur le métabolisme énergétique de notre corps, c'est quand même grâce à l'insuline que vous régulez le taux de glucose que vous avez dans le sang,
et que vous le captez pour pouvoir alimenter vos muscles quand vous faites un effort physique, entre autres. Et les hormones lipidiques, ben, on a les bonnes graisses et les mauvaises graisses qui vont, elles, avoir forcément un facteur aggravant du développement des cellules cancéreuses. Ben, il y a un mécanisme qui est très simple, c'est que l'activité physique, elle va mobiliser en fait ces hormones, ou en les diminuant, ou tout simplement bah, en ayant une action, on va dire, euh, comment dire, mécanique, par exemple en captant beaucoup plus le glucose. Si vous faites de l'activité physique, votre muscle a besoin de plus de sucre. Donc partant de là, le glucose est plus facilement capté, vous sécrétez moins d'insuline, il y a moins de glucose circulant, vous vous en servez pour les muscles, vous ne vous en servez plus ou peu, enfin moins, pour le développement de la cellule cancéreuse. Donc forcément, vous voyez, il y a des mécanismes assez simples, si je caricature, mais qui font que on est vraiment sur le discours de dire que on n'est pas sur une action sur la cellule cancéreuse, mais vraiment sur son carburant. Alors, l'activité physique, elle a une définition qui lui est propre, qui est à différencier du sport, par exemple, et qui est à différencier d'autres biais, comme d'autres modalités comme l'exercice physique. Donc là, je passe évidemment aussi sur ces autres définitions, mais c'est vraiment pour sortir du cadre institutionnel et compétitif que peut représenter le sport. Donc l'activité physique se définit voilà, avec de manière suivante, par des mouvements corporels produits par la contraction des muscles squelettiques, entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Partant d'une définition comme ça, on pourrait qualifier qu'activité physique, du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'à partir du moment où vous montez les escaliers, où vous passez l'aspirateur, c'est de l'activité physique. Maintenant, vous allez voir qu'il y a quand même des paramètres à prendre en considération qui font qu'on ne peut pas réduire simplement l'activité physique à la vie de tous les jours. Donc l'unité de mesure que l'on prend en considération dans les études, c'est le MET, donc Metabolic Equivalent Task, excusez-moi pour mon super accent anglais, qui s'exprime donc en millilitres d'oxygène par minute par kilo. Donc pour vous faire un petit référentiel, la dépense en mètres que vous avez peut-être en ce moment en écoutant et en regardant ce diapo, elle est de 1 metteur. Il faut savoir qu'en Europe et aux États-Unis, la dépense moyenne par semaine pour des activités ludiques, elle est de moins de 3 metteurs. Voilà, donc c'est assez léger. Alors ça, c'est un tableau que vous pourrez retrouver sur Internet. C'est l'activité physique, certaines activités qui ont été répertoriées et qui sont exprimées en mètres. Alors, au sens strict, il faut savoir que selon l'intensité, l'activité physique elle a été qualifiée de sédentaire jusqu'à intense, où sédentaire vous êtes entre 1 et 2 metteurs, légère de 2 à 3 metteurs, modérée de 3 à 6, et au-delà de 6, elle est qualifiée d'intense. Selon le type d'activité, vous allez donc avoir un degré, une intensité qui est variable et qui est plus ou moins élevée. Si je prends par exemple le yoga, qui lui est indiqué comme étant à 3 metteurs, ça reste quand même relativement léger, il faut quand même entendre quel style le yoga, quoi. Parce qu'entre le Bikram, où c'est un environnement chauffé, le Ashtanga, où c'est acrobatique, ou le Hatha, c'est totalement différent en termes de dépenses énergétiques et de l'engagement que vous allez y mettre. Et en parlant d'engagement, en termes de natation, loisirs, entre celui qui avale les longueurs et puis celui qui se balade tranquille et qui récupère à chaque fois qu'il fait un 25 mètres, la dépense, les metteurs utilisés sont complètement différents. Donc à prendre avec précaution, mais ça permet vraiment d'avoir un petit peu une indication globale de ce que peut représenter une activité par rapport à cette notion de metteur. Et justement, quand on parle d'activité, si on vous dit bah, passer l'aspirateur, c'est bien, faudrait que je retrouve ces informations, mais il me semble qu'il y a une étude qui est parue, qui disait ok, vous pouvez avoir une dépense énergétique et donc avoir une activité physique en passant l'aspirateur, mais pour que ça soit significatif et qu'il y ait un véritable changement métabolique, il faudrait que ça soit 14 heures par semaine. Donc à moins que ça soit une véritable profession, je peux vous assurer que on n'en est pas là. Et la clé de l'efficacité pour justement avoir des bénéfices de l'activité physique, c'est-à-dire un véritable changement métabolique vis-à-vis des facteurs de croissance des cellules tumorales et des effets secondaires des traitements, elle va se situer sur 3 niveaux. Celle de l'intensité qu'on vient de parler,
celle de la durée, celle de la fréquence. Donc en termes d'intensité, selon le type de cancer que vous avez et on va dire de sa localisation, il y a des études qui ont corrélé qu'il faut avoir une dépense quand même qui est de modérée à intense, qui va se situer de 5-6 mètres jusqu'à 9 mètres voire plus. Il y a après un cumul. Alors évidemment, une activité physique trop intense peut être délétère pour l'organisme, parce qu'il peut y avoir un mécanisme inflammatoire qui se met en place, des dégradations cellulaires, donc c'est pas le but qui est recherché de faire du sport à outrance, mais il faut trouver un savant équilibre qui est suffisant pour avoir vraiment un changement métabolique. Donc la durée est importante, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une pratique suffisamment qui dure dans le temps pour avoir un effet, c'est-à-dire une pratique qui normalement se situe autour de 8-9 mois, voire 1 an de pratique pour vraiment avoir un effet positif. Et une fréquence, c'est-à-dire qu'on situe à peu près à 2 à 3 séances par semaine à raison de 45 minutes à chaque fois de pratique effective. Si vous respectez ces 3 critères-là, que vous vous en rapprochez le plus possible, vous allez avoir un effet sur les mécanismes tumoraux, donc vous limitez la prise de graisse, donc la prise de graisse elle peut être due au fait peut-être de l'inactivité, mais elle peut être due aussi aux traitements eux-mêmes. Il y a des traitements qui vont favoriser la production d'acides gras, qui du coup vont favoriser la graisse viscérale par exemple, et donc diminuer l'effet des traitements. La sarcopénie, donc c'est la perte de masse musculaire. Donc ça, on va la retrouver dès le début de l'apparition du cancer, parce qu'il va y avoir un mécanisme inflammatoire qui va se mettre en place. Et ce mécanisme-là de sarcopénie, donc de perte de masse musculaire, va rendre certains traitements beaucoup moins efficaces et beaucoup plus toxiques, parce qu'ils vont être éliminés par les organes nobles, donc c'est-à-dire les reins et le foie par exemple. Et ça va avoir moins d'effet. Donc il faut vraiment lutter contre cette perte de masse musculaire. Et puis ça contribue à l'affaiblissement général de la personne. Et donc à se retrouver dans un cercle vicieux d'hypotension et d'hypokinésie. Et puis il y a le mécanisme d'insulinorésistance. Donc on a vu, si vous captez plus de glucose pour vos muscles, forcément vous allez limiter cet effet-là, et donc c'est très positif. Alors aussi, vous allez avoir un effet sur les mécanismes psychologiques, c'est-à-dire que forcément, toutes les problématiques associées au cancer, à ces traitements et tout ce que ça peut engendrer, va entraîner des répercussions sur le psychisme, ce qui est normal, hein. C'est presque comme un traumatisme, mais un traumatisme qu'on pourrait qualifier de chronique au long cours, donc c'est quand même compliqué à gérer. Donc il y a des symptômes dépressifs qui sont associés, on a une image corporelle qui peut être largement dégradée. Eh ben, il y a de l'anxiété qui s'installe parce qu'il y a quand même un rapport à la vie, à la mort qui est quand même vraiment omniprésent, et c'est très compliqué à gérer pour les personnes. Et puis pour l'avenir, etc. Et donc il y a souvent une prise de psychotropes qui est faite, et il faut savoir que l'activité physique peut avoir une influence pour essayer d'atténuer ces effets-là. Et puis bien sûr, il y a des effets secondaires principaux que je vais vous exposer dans un instant. Maintenant, si vous voulez respecter cette clé de l'efficacité, il n'y a pas de secret. Ok, vous voulez mettre de l'intensité, mais vous ne pouvez pas le faire de manière impunément sans faire attention à la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être en plein traitement, qui va être, pour caricaturer, comme dans un espèce de symptôme grippal, c'est-à-dire quelqu'un de très fatigué, d'affaibli, qui a peut-être des défenses immunitaires dans les chaussettes, pour caricaturer, qui en plus de ça a des paresthésies, donc des troubles au niveau sensitif, peut-être a des problématiques de syndrome main-pied, ce qu'on appelle donc des inflammations au niveau cutané, donc on va dire que tous les déplacements latéraux et mettre des chaussures c'est l'enfer. Si vous lui faites faire 10 tours de terrain, des squat jump, et que derrière vous lui faites taper dans un sac de frappe, elle ne reviendra pas et vous risquez de la blesser, et c'est beaucoup plus délétère. Donc l'enjeu, c'est pour ça que j'avais rajouté le S après IDF, c'est vraiment d'intégrer la notion de sécurité qui doit être prépondérante dans l'accompagnement des personnes qui sont en phase de traitement, et même après. Parce qu'il faut savoir que malgré que vous ayez franchi le seuil de la phase aiguë des traitements, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir encore des effets secondaires qui durent dans le temps. Certains jusqu'à 10 ans, voire certains sont définitifs. Donc il peut y avoir des séquelles. Donc amener quelqu'un à travailler en intensité, ça sous-entend que des fois on veuille travailler en vitesse, et la vitesse va avoir tendance à déstructurer le mouvement, et ça peut être délétère. Donc une bonne technique, un bon placement, un bon positionnement, ça nécessite donc des bonnes connaissances à la fois du corps et à la fois du profil de la personne qui est en face de vous.
les effets secondaires principaux qu'on trouve dans le cadre de la chimiothérapie et de la radiothérapie, donc là c'est une petite étude, voilà, qui était quand même, enfin une petite étude, excusez-moi quand même, quasiment 1000 personnes, 1000 sujets, mais bon voilà, ça parler de personnes. On va retrouver la fatigue qui est quasiment 95%, enfin toutes les personnes côtoyées dans le cadre d'un parcours de soins qui ont une chimiothérapie, une radiothérapie, se plaignent d'une fatigue chronique, omniprésente, qui ne récupère pas au repos. Donc le dogme de dire vous êtes fatigué, reposez-vous, ça ne marche pas. L'activité physique, en fait, elle va avoir un effet sur de manière avérée, sur 4 de ces effets secondaires. Le principal, ça va être sur la fatigue, tant mieux parce que c'est celui justement qu'on retrouve de manière récurrente, et c'est le seul traitement contre cette fatigue. Alors c'est quand même intéressant, parce que elle va remettre un petit peu la personne dans une espèce de dynamique positive, mais qui n'est pas que psychologique, c'est vraiment une dynamique physique, qui fait qu'elle va pouvoir retrouver un équilibre avec ce qu'on appelle une saine fatigue, et donc elle va peut-être pouvoir mieux rééquilibrer ses problématiques, ses troubles du sommeil. Quelqu'un qui dort toute la journée, bah, forcément, si on lui fait faire de l'activité physique, elle va avoir un mieux-être et puis elle va pouvoir avoir un cycle circadien, enfin un cycle de sommeil beaucoup plus positif. Et puis la régulation de ses troubles de poids et les symptômes d'anxiété, de dépression qui peuvent être normalement présents. Bah, il faut savoir que l'activité physique libère de l'endorphine et puis que dans le cadre dans lequel vous faites de l'activité physique, il y a aussi un vecteur social important. C'est pas l'activité physique qui engendre un lien social, c'est les conditions dans lesquelles vous la transmettez, cette activité. Donc bref, il y a éléments de facteurs qui font qu'il va y avoir un effet très positif sur ces effets secondaires-là, et donc un effet très positif sur la qualité de vie des personnes. Alors, associer sport et cancer, comme on vient de voir, bah, ça nécessite une éthique et une responsabilité. Donc ça nécessite une expertise. Alors, parce qu'on parle du cancer, mais on devrait plutôt parler des cancers, tant on va voir c'est très hétérogène et il y a et pour deux personnes qui ont un profil qui peut vous sembler similaire, c'est-à-dire par exemple, je prends toujours le cas des femmes que l'on voit de manière très récurrente dans les cours d'activité physique avec nous, deux femmes de 50 ans qui ont eu un cancer du sein, enfin voilà, c'est totalement différent en termes de parcours personnalisé de soins, en termes d'approche, en termes de traitement, de suivi, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très hétérogène et très varié. Le parcours de soins, bah, il y a des temps forts. Malheureusement, l'annonce qui est un cataclysme pour la personne. Donc il y a vraiment un avant et un après. Donc c'est un moment qui maintenant est de plus en plus, on va dire, encadré pour pouvoir soutenir la personne et faire en sorte que ça soit le moins difficile pour elle, mais ça reste quand même un moment fort de sa vie dont elle se rappellera tout le temps. C'est vraiment son 11 septembre, c'est comme ça que j'ai toujours tendance à l'appeler, mais c'est vraiment avéré. Elle rentre dans la phase de traitement, elle a une phase de soins qui est plus ou moins longue, puis elle arrive sur une période de rémission si tout va bien, où là, il n'y a plus d'indication de présence de marqueurs tumoraux, de présence de cellules tumorales dans son système, donc à ce moment-là, bah, c'est positif. Et elle rentre dans une phase que vulgairement on appelle la guérison, mais qui est un terme qu'il faut savoir prendre avec précaution parce qu'il est extrêmement difficile de dire à quelqu'un que vous êtes guéri, parce que malheureusement il arrive que cette personne refasse une rechute et à ce moment-là elle se retrouve prise dans cette spirale et c'est très difficile à vivre parce que ça peut être des personnes qui du coup maintenant savent et appréhendent le parcours qu'elles ont connu et savoir à quoi vous attendre en termes de difficultés que vous allez rencontrer, c'est très difficile psychologiquement. À nous maintenant de savoir comment on va faire pour accompagner au mieux les personnes et être un élément comment dire, qui va permettre de renforcer le fait que la personne adhère beaucoup mieux à ses traitements, vive mieux cette phase de soins, et puis faire diminuer ce risque de rechute. Alors voilà, c'est pour vous montrer quand même que cette hétérogénéité-là, elle nécessite du coup des connaissances très importantes vis-à-vis de cette pathologie-là. Ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être au fait d'une manière large de ce que cela peut engendrer, tant sur le plan physique que moral. C'est pour ça qu'on incite vraiment les personnes qui vont travailler dans ce champ-là à se positionner, et selon le positionnement dans lequel elles vont être, plus elles vont être en amont des traitements
et de la pathologie, mieux il va falloir être aguerri et au fait des problématiques. Donc il y a plusieurs types de cancers, plusieurs stades d'évolution tumorale au moment où on fait le diagnostic, plusieurs traitements qui en découlent. Les traitements sont donc multiples, on a vu qu'il y avait plusieurs types d'interventions, et des effets secondaires qui sont très variés, plus ou moins visibles, plus ou moins graves et plus ou moins invalidants. Des délais de réponse dus à ces traitements qui sont variables selon le profil de la personne, selon sa masse musculaire, selon son âge, etc. Et puis il y a des facteurs que l'on ne peut malheureusement encore pas des fois expliquer. Les prises en charge sont différentes, d'une hospitalisation à l'ambulatoire. Il va y avoir vraiment des choses très différentes en termes de suivi et donc de professionnels qui vont côtoyer jour après jour la personne. Donc l'hématologie, c'est le cancer du sang et de la lymphe. Voilà, vous êtes en chambre stérile pendant une période quand même confinée pendant une période assez longue. C'est très difficile à vivre. Voilà, donc il y a des choses, des modalités à mettre en place très différentes, serait-ce que pour l'activité physique où vous allez devoir intervenir beaucoup plus en individualisé. Les réactions psychologiques sont multiples, comme tout à chacun, on est plus ou moins, on a une capacité réactive différente face à l'adversité, face aux problèmes qu'on va rencontrer, face à la mort, à la maladie, face à un décès. Et les mécanismes de défense sont donc très différents. Et on retrouve ces mécanismes de défense face à sa maladie, ce qui est normal. Donc il va y avoir une très grande carte de problématiques qui vont plus ou moins évoluer en plus dans le temps, qu'il va falloir réussir à gérer, tout comme les proches, qui vont avoir une place plus ou moins omniprésente ou pas, plus ou moins distante, et généralement dans la sphère sociale de la personne a tendance, ou des fois à se renforcer, et c'est tant mieux, et des fois ça peut même être un peu étouffant, ou voire des fois se déliter totalement, ce qui est vraiment problématique, et les gens donc sont vraiment des fois amenés à être un peu seuls face à elles-mêmes. C'est un facteur de désocialisation, forcément, moins vous bougez de chez vous, plus vous vous restreignez dans vos activités de tous les jours et professionnelles, plus vous vous concentrez sur vous-même, et ça devient compliqué. Les altérations physiques sont multiples, fatigue chronique, aplasie, donc vous avez toutes vos défenses immunitaires qui sont à plat, les plaquettes, donc les facteurs de coagulation aussi, neutropénie, donc voilà, ce sont les défenses immunitaires qui ne sont pas là, donc vous êtes soumis plus aux infections de manière plus générale, enfin voilà, vous êtes plus sensible que le reste de la population. Une chirurgie peut vous avoir fait des séquelles, des cicatrices, une perte de mobilité, voilà, donc c'est très compliqué à vivre. La perte de masse musculaire, les TMS, donc voilà, tout ce que ça va engendrer en termes de problématiques d'amplitude articulaire, tout ce que ça va engendrer en termes de douleur, bref, j'en passe, mais il y en a un très gros panel. Donc il faut quand même bien prendre en considération que chacun est unique face à ça. Quand on voit l'hétérogénéité des problématiques qu'on a vues jusqu'à présent, il y a un rapport au corps qui est complètement différent, donc il y a aussi un passif que l'on a nous avec notre vécu d'avant, c'est-à-dire voilà, c'est chaque personne qui arrive au moment de son parcours de soins, voilà, elle a une vie elle a une vie différente, donc il faut savoir le prendre en considération. Donc elle a un rapport au sport ou à l'activité physique qui peut être différent, c'est-à-dire que peut-être qu'elle peut être sédentaire ou sportive de haut niveau, donc quand vous lui dites faites de l'activité physique, le message va être totalement perçu de manière différente. Il y a un rapport au traitement qui est différent, c'est-à-dire le fait que ça soit difficile à vivre ou pas. Les origines socioculturelles, c'est-à-dire le rapport qu'on entretient vis-à-vis à la maladie et à ses origines, par exemple. Le rapport à la maladie en lui-même. Rapport au corps de santé médical, comment la confiance que vous pouvez mettre en ces personnes-là, le fait, les confrontations possibles ou au contraire être à fond avec eux pour caricaturer. Le rapport au travail, à la société, bref, c'est vraiment le principe de la médecine personnalisée, celle qui est utilisée jusqu'à présent dans le parcours de soins, et c'est ce principe-là qui doit être relayé et retransposé, on pourrait dire, à un accompagnement par l'activité physique dans un parcours de vie, qui est vraiment parallèle au parcours de soins. Alors, faire du sport, c'est très bien, mais jusqu'à présent, on peut voir qu'il y a énormément de méthodologies différentes. C'est-à-dire qu'on va voir l'activité physique, on va retrouver l'activité physique adaptée, donc là, je ne vous l'ai pas défini, mais en fait, c'est fondé à des fins de prévention, de réhabilitation, par exemple, pour des personnes qui sont en situation de handicap ou vieillissantes, donc c'est très spécifique.
On a le reconditionnement, la réadaptation à l'effort, donc là, il y avait des objectifs encore très particuliers, donc des méthodes spécifiques peut-être. Donc il y a la rééducation motrice, donc ça va peut-être être des professionnels divers et variés qui vont être amenés à intervenir. Donc encore une fois avec des objectifs différents. Et puis il y a l'éducation thérapeutique, qui est une approche qui se veut globale et un peu holistique autour de la maladie, mais dont l'activité physique peut faire partie ou non. Donc voilà, c'est des méthodes très différentes pour amener la personne à un mieux-être. Et puis il y a la pratique sportive pure et dure qu'on va retrouver dans les fédérations et les clubs sportifs par exemple. Alors quel projet pour les patients? C'est ça aussi l'intérêt, c'est de savoir, de se poser les bonnes questions, c'est de savoir qu'est-ce que l'on cherche à faire avec une personne qui a un cancer, qui a eu un cancer, qui est en traitement, qui est loin de ses traitements. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche une notion de bien-être, un moment de convivialité? Est-ce que c'est le rendre sportif? Est-ce qu'on se situe au niveau paramédical? C'est ça, c'est vraiment la question que doivent se poser les intervenants, c'est de savoir quels sont les objectifs qu'ils ont avec ces personnes-là. Parce qu'un moment de convivialité, on pourrait très bien en avoir un en prenant un petit apéro ensemble et en se faisant une sortie cinéma. C'est un moment de convivialité. Un moment de bien-être, la relaxation et la sophro, ça fait, voilà, c'est du bien-être. Rendre quelqu'un sportif, d'accord, mais sous quelles conditions et comment? Est-ce que c'est le transformer en ceinture noire quand il fait du karaté? Est-ce que c'est lui faire, voilà, le faire évoluer dans votre... Enfin, tout à chacun est amené à devoir réfléchir à ça dans son approche. Et en fait, les projets qu'on a pour ces personnes-là sont très 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 différents. Alors, il faut voir que il y a une absence de prise en charge du coup qui est pas toujours très cohérente, hein, parce que justement, vu que les gens ont du mal à définir leurs objectifs vis-à-vis du travail à faire, et selon la temporalité dans laquelle la personne se trouve, parce que c'est vraiment une notion de temporalité, c'est une maladie chronique, elle évolue jour après jour, donc il faut savoir aussi l'appréhender. On va retrouver une intensité qui va être différente, donc vous allez avoir des personnes qui vont du coup dire il faut revoir cette notion d'intensité parce que si je mets une intensité, je n'ai pas d'autre moyen que d'aller vite. Voilà, donc je vais réduire la cadence. Donc il y a de la gym douce, donc c'est très bien, mais est-ce que vraiment on arrive aux critères qu'on a définis jusqu'à présent? Intensité, durée, fréquence, quels sont les objectifs qu'on a? On a donc de la gym douce jusqu'au karaté en passant par la relaxation. On a un environnement qui peut être différent, donc de la structure hospitalière à la salle de sport en passant par des cours à domicile ou des lieux qui ne sont pas forcément conformes ou pas forcément sécuritaires. On a un encadrement avec justement là pour le coup, qui est avec des bénévoles qui ne sont pas forcément formés, jusqu'à des professionnels titulaires de diplômes STAPS, de diplômes de DU Sport et Cancer, spécifiques ou non, donc de formation et de cursus universitaire, des éducateurs sportifs. Donc on a vraiment un petit peu de tout. On a les structures aussi, donc voilà, on a le coach privé jusqu'à la fédération, en passant par la Ligue contre le cancer qui propose aussi des activités. On a des fédérations sportives, des associations locales, nationales. Donc on a une très grosse diversité à ce niveau-là. On a des durées de pratique qui sont complètement différentes entre les séances de rééducation qu'on va proposer jusqu'à des cours sans limitation de durée, en passant par l'éducation thérapeutique ou des programmes qui sont limités dans le temps en termes de séances, de semaines, de mois. Donc voilà, donc tout ça fait que mis bout à bout, sans cohérence et sans structuration, il est très compliqué de s'y retrouver et que ça soit vraiment bénéfique pour la personne et avoir vraiment une approche holistique. Alors des chiffres pas aussi bons qu'espérés, c'est en termes d'adhésion, c'est-à-dire que globalement, pour la continuité de la pratique, sur 100 personnes à qui on parle de l'activité physique, 9 continueront à en faire un an après. Ce qui fait que c'est un ratio qui est quand même ridicule en fait. Et l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que la personne adhère sur la durée et dans le temps à la pratique de l'activité physique. Ça va lui servir peut-être pour le cancer, mais au-delà de ça, toutes les autres pathologies et les autres problématiques de santé, voilà, la chronicité fait qu'il n'y a pas que le cancer malheureusement, et il faut aussi savoir se prémunir du reste, et que l'activité physique fasse partie pleinement du mode de vie de la personne. Alors, une éthique de responsabilité, donc comme on a vu, oui. Alors, ce qui nous semble être intéressant en termes d'efficience, c'est le fait d'avoir déjà des gens qui sont diplômés pour se rendre au service des personnes et en s'appuyant sur une méthode pédagogique spécifique.
Donc ça, c'est un peu le fruit du travail, vraiment, c'est les deux points d'ancrage qu'on a pu développer dans notre association, donc qui était à l'origine une association locale, donc qui a émergé avant même le début des années 2000, puisque c'est daté de 98, où à l'origine c'est quand même un cancérologue, donc un radiothérapeute, Thierry Bouillet, donc de profession radiothérapeute, qui a quand même eu l'idée de vouloir aller à l'encontre des habitudes culturelles vis-à-vis de cette maladie, où à ce moment-là, rien préfigurait que les écrits scientifiques corroboraient que l'activité physique puisse avoir un quelconque effet sur la pathologie cancer. Et donc, il avait une conviction profonde que la qualité de vie de ses patients ne pouvait se résoudre à ce dogme de repos forcé. Et donc, de part intuitive, à l'époque, il s'est dit que si le karaté, parce qu'il était pratiquant, lui faisait du bien, voilà, ça pouvait être de même pour ses patients. Il n'était pas le mieux placé pédagogiquement pour pouvoir l'enseigner, donc il s'est tourné vers Jean-Marc Descotes. Donc c'est une rencontre qui a été faite sur les tatamis, voilà, parce que Dr Bouillet était médecin de l'équipe de France de karaté. Jean-Marc Descotes était sportif de haut niveau pratiquant. Ils se sont retrouvés tous les deux sur ce chemin vertueux et humaniste, et donc de là a découlé après la constitution d'une association et un modèle expérimental total, mais avec des réussites avérées auprès de patients et donc d'élèves à ce moment-là, parce que ça devenait à ce moment-là des élèves pratiquants, et donc petit à petit se sont construits pour pouvoir créer après quelque chose d'intéressant, qui est une approche et une vocation, celle de transformer pour le coup le malade en sportif. Donc de partir de quelqu'un qui est en souffrance et donc qui a une pathologie, et de l'amener à devenir un véritable pratiquant finalement, avec bien sûr une logique qui n'est pas celle de la compétition, et du moins qui est de laisser aussi la totale liberté aux personnes de choisir ce qui leur semble bon aussi pour elles. Donc c'est aussi avoir une approche en ayant une appartenance à un réseau, donc qui allie à la formation universitaire pour garantir le professionnalisme et l'efficacité, puis la cohérence de l'encadrement de la pratique dans tous les centres CAMIC, sport et cancer. Nous, on est vraiment là en fait pour garantir et créer les conditions garantissant l'accès à une pratique de l'activité physique à tous, en étant présent à chaque étape du parcours de soins et même au-delà, c'est-à-dire jusqu'à même après la rémission. Donc que ce soit par notre présence qui soit plutôt, comme on peut le voir, en milieu hospitalier, donc au sein d'établissements de santé, avec des objectifs thérapeutiques précis, en ambulatoire dans nos comités et en relais des associations ou des clubs partenaires labellisés. Donc ça représente vraiment une chaîne de vie au service de l'intérêt général, donc qui est constitué aussi à travers donc un réseau fort où il va y avoir des personnes qui vont être positionnées par l'activité physique avec différents prérequis de formation. C'est ainsi qu'on voit aussi comment ça s'articule et que ça nous semble le plus pertinent à travers des outils diagnostiques aussi également, pour pouvoir évaluer et quantifier notre pratique. Il y a eu le développement, ça a été tout le fruit du travail de Jean-Marc Descotes, qui est de développer une méthode pédagogique spécifique qui nous permet vraiment d'aller travailler sur un point d'ancrage afin de moins se focaliser sur une expertise, mais plutôt une polyvalence, d'être capable d'assurer des cours collectifs, de ne pas proposer un ersatz d'activité physique et sportive, d'assurer la sécurité. On peut dire que c'est vraiment être capable d'intégrer une méthode qui se permet de travailler sur le corps, de s'intéresser à une approche sensitive et corporelle du mouvement juste. L'intensité, du coup, est recherchée en sécurité en travaillant sur les muscles profonds. Ça permet vraiment d'avoir une approche qui soit la plus holistique possible, quoi. Donc, s'intéresse aux gestes, s'intéresse au mouvement, s'intéresse à l'anatomie. Voilà, c'est un travail vraiment global qui vient en complément, du coup, du travail analytique du kiné. Et puis du coup, comme je vous le disais, une organisation et un maillage avec des partenaires, de la recherche, une commission scientifique qui vient nous appuyer, la nécessité, étant association, de lever des fonds pour les projets, d'avoir des éducateurs médicaux sportifs formés, voilà, donc tout un maillage. Donc évidemment, on travaille et on s'appuie sur les critères qui ont été présentés précédemment, c'est-à-dire intensité, durée, fréquence et sécurité, donc on s'appuie beaucoup sur les recommandations scientifiques. Notre commission elle-même fait certaines publications.
On a une forte implication des médecins et des cancérologues, donc c'est par eux que le message passe actuellement. Donc il y a, voilà, c'est par cet engagement que on peut exister aussi. Donc par des professionnels de la santé qui y croient dans ce positionnement de l'activité physique et de la manière dont il faut l'amener. Donc on a des éducateurs qui sont, pour résumer, formés aux spécificités de la pathologie. Donc il y a par le DU et puis les compléments aussi de leur formation. Il y en a qui ont des formations initiales très poussées. Donc ça permet vraiment d'aller loin dans les connaissances des spécificités de la pathologie, la formation propre à la méthode pédagogique aussi. Ils sont capables de faire des bilans, des évaluations, de mesurer l'impact des exercices proposés, de s'adapter aux spécificités de chacun, d'avoir des remédiations, de toujours mettre une dynamique dans l'activité pour pas que ça soit vraiment trop lourd et puis sortir vraiment les personnes d'un schéma qu'ils ont du parcours de soins pour qu'ils puissent vraiment se réapproprier leur corps. Et puis savoir orienter la personne en fonction de ses problématiques ou de ses bénéfices. Ça c'est extrêmement important parce que il faut savoir que la Camille à l'origine n'est là que pour être une passerelle. L'objectif n'étant pas d'avoir des milliers d'adhérents à terme, mais vraiment de mettre les conditions pour que la personne ait la totale liberté de jouir de ce qu'elle veut et de là où elle veut aller ensuite. Mais il faut que nous créions les conditions de sécurité et la mettre dans les meilleures prédispositions pour le faire, pour ensuite aller où elle veut dans d'autres structures. Donc voilà, ça représente 15 années d'expérience avec de nombreux patients vus, beaucoup qui sont en cours de traitement. On a aussi une population, une frange qui est en rémission, donc ça, l'objectif c'est de les orienter sur d'autres structures, donc des structures qui auront été labellisées en formation au sport après cancer. Parce que, étant donné que nous sommes là vraiment pour avoir des objectifs thérapeutiques en amont, le plus en amont possible au niveau des traitements, voilà, il faut que nos intervenants puissent travailler avec le public adéquat. On a plus de femmes que d'hommes, donc ça c'est ce qu'on retrouve de manière générale de toute façon à chaque fois dans l'approche de l'activité physique et du corps. Donc voilà, il y a une dimension sociale et psychologique aussi qui est inhérente à ça. Et puis, on a une très grosse part de personnes qui sont débutantes, qui n'ont jamais pratiqué, qui étaient sédentaires, et qu'il faut réussir à tirer et à amener à la pratique et à adhérer. Donc, on a des personnes qui se retrouvent même à devenir, voilà, si c'est par le karaté, qui n'avaient jamais pratiqué d'activité physique et qui sont aujourd'hui, en passant par la Camille, devenus ceinture noire de karaté. Donc, ce qui était un parcours assez atypique. Ça, c'est une autre façon voilà, d'expliquer un petit peu l'accompagnement qu'on peut faire un peu large, qui est sur plusieurs types de pathologies, donc que ce soit en oncologie ou en hémato, donc que ce soit plus par un accompagnement de cours collectif ou individuel en chambre, voilà, et puis une capacité à répondre et à prendre en considération tous les effets secondaires, toutes les catégories d'âge. Donc la méthode pédagogique, elle est importante parce qu'il faut vraiment s'appuyer sur une expertise pour être capable en fait de retransposer ça, que ça soit un public âgé, à des adolescents ou à des enfants, qui ont chacun des spécificités très différentes, des problématiques très différentes. Et il faut avoir une approche qui est à moduler en fonction de ça. Donc ça nécessite beaucoup de recul et de rester très humble dans notre pratique. Donc c'est pour ça qu'aussi on sait s'entourer, on sait s'appuyer de personnes qui ont aussi de l'expérience dans certains domaines. Et puis voilà, donc ça représente l'avant, le pendant et l'après. Donc on a une structuration, donc là c'est peut-être un petit peu lourd comme diapo, mais c'est vraiment pour expliquer que de par la Camille, on a aussi bien des partenaires et on travaille avec des institutions sanitaires ou voilà, qui sont plus proches de la santé, d'autres du sport, les caisses primaires d'assurance maladie, les réseaux régionaux de cancérologie, voilà, qui sont amenés à déployer sur le territoire une approche globale pour la personne, pour le patient, donc de tout ce dont elle doit pouvoir bénéficier, l'activité physique en fait partie, des associations partenaires comme Lorette Fugain sur l'hématologie, qui nous ont donc amené forcément à travailler avec un public de plus en plus jeune, la Ligue contre le cancer bien sûr, qui est quand même un peu la grande dame de ce réseau associatif, hein. Elle date de 1918 la Ligue, donc c'est vraiment une entité très forte dans le paysage associatif dans la lutte contre le cancer. Le collectif K qui fédère plusieurs assos, les facs de sport.
On fait partie aussi de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français. Et bien sûr, le groupe Unicancer qui réunit les principaux cancéropoles, où on est amené aussi à intervenir de plus en plus. Donc on a plusieurs, voilà, je ne vais pas vous faire un point sur l'intégralité de notre structure, mais on a des comités qui commencent à se répartir de plus en plus, hein, parce qu'il y a eu une formation, donc maintenant les gens veulent aussi pouvoir monter et développer leur comité à travers la France. Donc il y a eu un développement un petit peu disparate, qui tend maintenant à s'homogénéiser, avec de plus en plus d'acteurs présents sur le territoire. Donc le DU n'étant là que depuis 2008, il va se développer aussi ailleurs dans d'autres régions, en partenariat avec d'autres facs de sport. Donc le nombre de centres petit à petit va augmenter, la présence de pôles sport et cancer aussi, etc. Il va y avoir une montée exponentielle de tout ça. Donc on s'appuie énormément sur la volonté d'être sur un modèle très coopératif, parce que c'est ce qui nous semble être le plus cohérent, mais aussi il faut qu'il soit efficient. Donc ça passe en fait par la formation des intervenants. Donc c'est-à-dire que être capable, selon le niveau de formation et de prérequis, bah, d'avoir en fait des personnes qui vont se situer à différents moments en termes de parcours de soins de la personne. Donc qu'on soit sensibilisé, qu'on soit de niveau professionnel, qu'on soit en milieu hospitalier, qu'on ait un niveau de coordination ou qu'on soit même amené à être dans la formation. Chacun en fait va pouvoir prendre sa place et sa position. Donc la formation initiale minimale, nous, on a des prérequis qu'on est en train de mettre en place, donc ça va petit à petit dessiner aussi la structuration à venir. Mais l'étude en question, l'enquête podium, va justement permettre de consolider, de valider ou d'invalider certains positionnements que l'on pourrait avoir. Voilà, donc chacun en fonction de son niveau de formation, de sa filiation, va pouvoir être amené à accompagner des adhérents au moment où ils se trouvent dans... C'est une notion de temporalité en fait dans le parcours de soins. Le médiété, donc la méthode pédagogique, voilà, c'est un petit peu aussi la volonté aussi de pouvoir la transmettre pour permettre aux personnes d'encadrer avec plus d'aisance dans leur pratique de tous les jours. Donc voilà les notes de bas, voilà, vous voyez que la licence, donc ça ce sont des diplômes issus des STAPS, donc activité physique, et là pour le coup c'est la formation activité physique adaptée, donc qui est très importante pour nous, parce que ça fait partie des formations initiales vraiment qui sont prépondérantes et primordiales, parce qu'il y a énormément d'acquis et d'expériences très fortes et très intéressantes, qui sont à compléter avec le DU Sport et Cancer. Et les diplômes sport aussi, parce que ce sont des personnes qui, à la base, par exemple, pour les professeurs de karaté, ont acquis une telle expérience et sont d'une telle richesse qu'elles sont capables maintenant d'être des éléments et des piliers très forts en termes d'organisation et de suivi des patients. Donc ils peuvent aussi transmettre énormément aux jeunes générations. Et puis il y a le degré de coordination qui va être très important à mettre en place. Voilà, c'est un niveau qui permettra justement d'ajuster pour que nous puissions avoir des acteurs sur le territoire qui puissent se positionner au-delà même de la CAMI, c'est-à-dire que la Fédération Sport et Cancer sera amenée aussi à être peut-être pas forcément un guide, mais du moins à apporter son concours à d'autres structures pour pouvoir justement créer un modèle filière d'accompagnement, donc passer d'un modèle plateau technique à un modèle filière pour décloisonner les secteurs avec des niveaux de labellisation différents en fonction de la capacité de prise en charge de chacun, qui permet de prendre en charge un type de patient là où il va se situer. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui est en construction. Donc on a développé autour de ça un parcours, vous avez vu l'image la chrysalide qui se transforme en papillon, c'est un peu voilà, le parcours papillon, donc c'est comme ça qu'on a voulu l'appeler. Donc c'est un suivi qui se veut très collaboratif, c'est-à-dire pouvoir intervenir à différents niveaux avec différents intervenants. Donc pas forcément Camille, encore une fois, mais chacun ayant des compétences qui doivent être optimisées et sous une certaine coordination, c'est-à-dire au moment où la personne va se trouver. C'est un parcours qui s'articule entre le lien ville-hôpital, donc ce qui se fait énormément maintenant et ce qui est énormément demandé, c'est-à-dire créer du lien entre le milieu sanitaire et le milieu ambulatoire, et puis du coup amener ça sur les acteurs du monde sportif. Et c'est construit en fonction de la réalité du parcours de soins. Encore une fois, c'est être cohérent vis-à-vis
de la personne dans les conditions dans lesquelles elle se trouve et aussi de ses envies. Donc il y a une déclinaison à travers potentiellement des cours ambulatoires, des unités d'accompagnement par l'activité physique dans les structures sanitaires, et aussi des défis sportifs et des stages que l'on est amené à développer conjointement. Donc l'intérêt d'un tel réseau, bah, ça se situe sur trois niveaux, hein, que ce soit pour le patient, pour les soignants et pour les intervenants. Donc à ce titre-là, on va retrouver donc un intérêt, bah, que ce soit le partage d'informations et le suivi des progrès, être alerté plus rapidement en cas d'aggravation des effets secondaires par exemple, et de proposer une thérapeutique d'appoint pour répondre à des problèmes spécifiques. Donc ça c'est au niveau du patient. Pour ce qui est après des soignants, bah, assurer le lien ville-hôpital, orienter les patients vers des spécialistes. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Avoir des programmes spécifiques, mesurer les progrès et pouvoir le rapporter à ses soignants, c'est de travailler de pair avec eux. Les intervenants, bah, c'est avoir une compétence initiale en fonction de son champ d'action et puis de son lieu d'intervention. Une expertise dans la prise en charge, l'identification des besoins, l'élaboration d'exercices. Et puis respecter un cahier des charges d'intervention auprès des patients, utiliser des outils diagnostiques et puis permettre d'accéder à la formation continue. Donc ça, c'est vraiment un triptyque gagnant entre l'évaluation, la coopération et la qualité, qui nous semble pertinent pour être au service de la personne. Voilà. Donc en termes de témoignages, bah, c'est intéressant d'avoir aussi un petit retour des personnes qui sont intéressées, hein, c'est-à-dire les patients qui sont devenus des élèves maintenant, qui sont plus considérés comme patients justement parce qu'ils ont pleine capacité et plein contrôle de leur vie et vis-à-vis de, enfin, ou du moins de leur projet à travers l'activité physique. Donc on peut prendre deux témoignages qui sont faits de formes différentes, c'est-à-dire un témoignage verbal d'un élève, enfin d'une élève, et puis ce que l'on peut faire aussi à travers l'activité physique et l'expression corporelle. Donc, je vous laisse regarder ça. J'ai eu 2 cancers du sein à 7 ans d'intervalle. Alors, le premier, j'ai eu droit à chirurgie, rayons, chimio, rayons et chimio, c'est l'horreur. On est KO, on est vraiment KO. Mon deuxième, 7 ans plus tard, euh, chirurgie et chimio. Le docteur Bouillet a mis 1 an à me convaincre de faire du sport, du karaté. Parce que moi, j'avais jamais fait de sport de ma vie. Quand il me disait, ça sera bon, ça évite les rechutes, je me disais, mais il est bien gentil, mais non. Et un beau jour, au bout d'1 an, j'ai craqué pour lui faire plaisir, en fait, parce qu'il est, humainement, il est bien, quoi, il est chaleureux. Je vais au premier cours, horrifié, je trouvais ça violent. Je suis sortie dégoulinante partout. 1 ou 2 heures plus tard, une pêche d'enfer. Mais je n'ai pas pu dormir le soir, j'avais une énergie incroyable. Donc je suis retournée après. Et petit à petit, je me suis mise à aimer. Mais c'est génial parce que non seulement ça me donne plus de force, je me sens bien dans mon corps, et en plus j'ai accepté mon corps, alors qu'avant je n'aimais pas trop mon corps. Et à part ça, eh ben oui, avant, j'ai passé ma vie en psy, fine, parce que la tête aussi est venue positive. C'est génial. Et puis, en plus, il y a plein de gens qui me disent que j'ai rajeuni. Ça, je suis vachement contente. Voilà. Et j'ai repris mon métier de comédienne complètement.
Donc voilà, vous pouvez voir que à travers la méthode pédagogique développée, en fait, bon, ça ne s'invente pas. Il y a là, pour le coup des professionnels, donc des éducateurs médico-sportifs qui là, dernièrement, sur la dernière vidéo, sont des danseurs aussi, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que à travers ce travail artistique du corps, on amène des patients à se transcender et à faire des choses belles, et la maladie s'efface par rapport à ça. Donc voilà, mais ça nécessite des compétences, et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a pris ces acquis-là, ce n'est qu'une notion de plaisir, et c'est un vrai réconfort, et c'est un plaisir total, parce que du coup, on est mieux armé pour pouvoir faire face et répondre à ces problématiques-là, pour emmener les gens beaucoup plus loin et à se dépasser. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été voilà, intéressant. On pourra pousser plus loin peut-être la formation sous d'autres formes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, pour ce qui concerne l'enquête podium, c'est sur enquête.sportetcancer@gmail.com. Si vous avez vous avez besoin de renseignements sur les cours d'activité physique que l'on propose, c'est sur le site de la CAMI, sportetcancer.com. Et pour les demandes concernant les formations ou notre fédération associative, vous pouvez envoyer un email à info@sportetcancer.com ou à florent.yafil@sportetcancer.com. Donc voilà, nous sommes amenés à développer de plus en plus les projets, comme vous avez pu voir juste avant au niveau de la danse. Il faut qu'on développe le maillage territorial pour ça, et faire accéder le plus grand nombre possible de personnes ce genre d'initiative et ces projets-là. Voilà, écoutez, merci à vous et merci pour eux.